Il est 19h50, c'est l'heure du débat sur Reflet TV. Affaire Corsair, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a défendu le renouvellement de la convention signée avec la compagnie aérienne Corsair, visant à réduire les coûts de mission des députés ivoiriens. Il a souligné que cette décision avait été prise de manière concertée et que certains députés de l'opposition en avaient bénéficié, malgré les critiques actuelles sur le premier sujet de cette émission. Et puis, dans la deuxième partie, rencontre Cap Côte d'Ivoire, RHDP. Hier mercredi, une réunion prévue entre la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a été reporté à la dernière minute. Ce report suscite des interrogations chez les observateurs du landerneau politique ivoirien. Troisième partie, procès Valérie Yapo, PDC RDA. Le tribunal d'Abidjan a débouté Valérie Yapo de 4 de ses 5 demandes contre le PDC RDA et son président Tidjane Thiam. Seule l'annulation de sa sanction d'exclusion temporaire a été accordée. Cette décision renforce la position de Tidjane Thiam à la tête du principal parti d'opposition ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux News. Bonsoir chers consultants, chers invités également. Bonsoir. Place au premier sujet de cette émission. Première question adressée à Marcelin Niawa. Affaire Corsair, transparence et responsabilité. Quelle est votre lecture des précisions faites par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, sur la question? Oui, hier, j'ai entendu sur les ondes l'intervention du président de l'Assemblée nationale pour expliquer dans quel contexte il avait mis en place cette convention. Mais après sa réaction, j'ai approché un certain nombre de députés et grande a été ma surprise. C'est de savoir qu'il y a des députés qui n'étaient pas informés depuis que cette convention a été mise en place. Ils m'ont fait savoir que c'était pas une loi, que c'était le bureau de l'Assemblée nationale qui s'était assis avec le président de l'Assemblée nationale pour prendre cette décision. Donc les critiques à l'encontre de cette décision demeurent. Parce que si monsieur le président de l'Assemblée nationale veut véritablement améliorer les conditions du travail, ou bien réduire les coûts, il n'a qu'à faire voter une loi en bonne et due forme que de faire ces petits arrangements entre ses amis de l'Assemblée nationale. J'ai dit amis dans la mesure où l'ensemble des députés semble ne pas, c'est pas tous les députés qui sont au courant. Donc, toujours est-il que les différentes indécences qu'on a remarqué. Il dit que certains députés de l'opposition ont bénéficié même des avantages liés à cette convention. Oui, mais ils ne sont pas, c'est ce que j'ai dit, c'est un groupe. J'ai dit, ça devait être fait pour tous les députés. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été rendu public? Ça n'a pas été communiqué en plénière pour que l'ensemble des députés soient au courant et, s'il en faut, en bénéficient. Ça n'a pas été le cas. Bien. Alors, Nzi Kokora, ce n'est pas bienséant que les députés qui aient bénéficié de cette convention fassent un communiqué pour se dessaisir, pour se désolidariser d'un engagement que j'ai pris avec le bureau de l'Assemblée, où toutes les sensibilités sont représentées. Fin de citation de M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je comprends la réaction du président de l'Assemblée nationale parce que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi dans la mesure où tous les députés étaient informés. Et j'ai ici un texte devant moi qui a été publié par le député maire de Makori, M. Abi Raoult, le mercredi 7 décembre 2022. Il écrit sur sa page Facebook: j'ai pris part le mardi 6 décembre 2022 à la cérémonie de signature de convention entre la compagnie Corsair et les institutions de la République. C'était à l'hôtel, je tais le nom pour ne pas faire de publicité, en présence de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. Ce contrat vient renforcer les liens de coopération entre l'État et la compagnie Corsair. Il prend effet du 6 décembre 2022 au 6 décembre 2024. J'ai été félicité pour mon implication personnelle dans le pilotage de cette cérémonie. La compagnie Corsair et les institutions de l'État communiqueront très bientôt sur les modalités pratiques de cet accord. Alors, celui qui parle est un député maire donc du PDCI-RDA. 7 décembre 2022. Voilà. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, les derniers à avoir bénéficié donc de cette convention sont les membres de l'opposition. M. Abi Raoult, M. Oubé Oulaye, M. Krangbe, le maire, donc, je crois, l'ancien maire de Yamoussoukro, voilà, qui a été, je crois, après, KKP a pris sa place. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un État sérieux, le président de l'Assemblée nationale va signer une convention en catimini avec une partie de l'opposition, des députés de l'opposition,
y compris ceux du RADP. Et puis, il y a certains membres de l'opposition qui disent ne pas être informés. C'est de la mauvaise foi. Il faut que le PDCA, le PPACI assument leurs responsabilités. Et je pense que le président de l'Assemblée nationale a fait preuve de transparence. Moi, je pense que là, on peut faire la politique avec beaucoup d'honnêteté et puis avancer. La malhonnêteté, c'est pas une bonne stratégie en politique. Bien, merci. Donc, il faut assumer ce qu'on a fait ensemble, même si aujourd'hui, il y a une levée donc de bois vert, mais il faut que les uns et les autres assument les responsabilités devant le peuple de Côte d'Ivoire. Chérif, quel sens vous donnez à cette sortie inattendue du président de l'Assemblée nationale? L'opposition faisait des déclarations et enfin, le président de l'Assemblée nationale sort de son silence. Oui, on a été surpris par les réactions de certains députés qui ont dit qu'ils n'étaient pas informés. Donc, quand le président de l'Assemblée nationale sort, je pense que c'est pour recadrer les choses. Voilà. Il y a un exemple qui vient de nous être donné. Moi, je n'en sais vraiment rien, mais je pense que le problème ne se situe pas au niveau de qui est au courant, qui n'est pas informé. Si on prend une décision pour moi qui est bonne, même si je ne suis pas informé, ce n'est pas un problème. Le problème ici, avec cette affaire de Corsair, pour moi, c'est pas le fait que cela réduise les frais de mission. Parce que j'estime que même si on n'a pas pris une loi, dans toutes les entreprises ou dans toutes les institutions, on peut contracter avec un opérateur pour arranger on va dire les agents, ou du moins ceux qui y travaillent. Par exemple, quand nous on travaillait, il y avait le net avait des contrats avec des opérateurs pour faciliter l'achat de véhicules. Voilà. Donc moi je pense que puisque les frais de mission sont assurés par l'État, là n'est pas le problème. Le problème c'est au niveau de la santé, parce que les députés ont une assurance de 100% avec leur famille. C'est déjà beaucoup. Dans une déclaration du Sénat, il est dit qu'il n'en est rien des soins médicaux à l'hôpital américain de Paris. Bon, moi, j'ai pas vu le contrat. J'ai pas vu le contrat pour en juger, mais je dis que d'après les informations qu'on a reçues, pour ce qui concerne les missions, ça ne devrait pas être un problème. Bien. Que les gens soient informés ou pas. Votre réaction sur... Mais pour la santé, c'est un problème. Votre réaction sur certains députés de l'opposition qui, après avoir bénéficié de cette convention, critiquent malgré tout cette décision. Bon, moi, j'ai pas les preuves de qui a bénéficié, qui n'a pas bénéficié. Je dis seulement que qu'on ait été informé ou pas, si on a contracté pour moi, pour mon bien, il n'y a pas de problème. C'est le côté santé là qui pour nous autres constitue un problème, parce que on a créé la CEMU. C'était pour que tous les Ivoiriens puissent se soigner facilement. Et récemment, le porte-parole du gouvernement a dit que la CEMU est efficace. Donc nous, on peut pas comprendre si la CEMU est si efficace, pourquoi est-ce que les membres de toutes ces institutions là iraient se faire soigner à l'extérieur? C'est là que se trouve, nous, notre problème. Bien, grosse interrogation. Bien, Arsène Anouma, le peuple se sent trahi. Pourquoi, si la CMU est efficace et qu'il y a des infrastructures sanitaires adéquates, plateaux techniques de qualité à la pointe de la technologie en Côte d'Ivoire, pourquoi se faire soigner à l'étranger? Et puis, comment réalisez-vous aussi à ce sujet-là? Décision concertée avec le bureau de l'Assemblée nationale, mais l'opposition dit autre chose. Je vais commencer par la CMU. Dans le contrat, il n'est pas dit que aller se faire soigner à l'hôpital américain fait partie de la convention. Ça, c'est une convention qui lie la société de navigation Corsair à l'hôpital américain. Donc, ça ne fait pas partie de cette convention-là. Voilà, ça veut dire que dans la convention initiale, c'est juste de permettre aux contractants de bénéficier de coûts de réduction pour leur mission à l'extérieur. Donc, en fait, cette histoire de santé n'est pas quelque chose, n'est pas un avenant au contrat, à la convention. Ça, c'est une option qui lie la compagnie à l'hôpital américain. Maintenant, sur le plateau technique, bon, en fait, moi, j'estime que pour moi, si quelqu'un a les moyens de se faire soigner par lui-même, il décide de se faire soigner
où il veut. Ça n'empêche pas que la Côte d'Ivoire continue à développer son plateau technique. Voilà. Alors la grande surprise, c'est qu'on ne savait pas que cette décision était concertée. Maintenant, revenons là-dessus. Tout à l'heure, mon frère Niawa disait qu'il a interrogé des députés qui lui ont dit que c'est une décision qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale. Pour moi, au sein du bureau de l'Assemblée nationale, tous les représentants des partis politiques sont représentés. Donc, en disant déjà que des députés lui ont dit que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a signé, ça veut dire que, in fine, tous les députés sont informés, parce que je ne pense pas que des députés qui sont plus des intellectuels, leurs représentants au sein du bureau va contracter quelque chose en leur nom et ne va pas les informer et ils ne vont pas consentir. Donc, au moins, le président de l'Assemblée nationale a bien fait de mettre les pieds dans les plats pour pouvoir dire qu'il y a une duplicité de la part des députés. La preuve, tout à l'heure on parlait de M. Abi Raoult, il a bénéficié de 3 voyages en France, le 18 janvier 2020, le 29 février 2021 et le 8 novembre 2022. Et en plus, dans ça, une partie de son personnel à la mairie a bénéficié de cela. Comme l'a dit M. Kokora, il y a l'ancien maire de Yamoussoukro qui est PDCI, qui a aussi bénéficié. Hubert Oulaye en a bénéficié aussi le 25 juillet 2023. Bien. Donc, jusqu'à ce jour, aucune des personnalités de l'opposition signées et désignées avec des dates précises n'a démenti. Ça veut dire qu'il y avait une volonté manifeste de l'opposition de tromper le peuple et de se faire passer pour des personnes qui ne savaient pas que ça a été signé. Bien, l'affaire ayant été politisée, est-ce que vous trouvez que ces arguments que donne l'opposition et le pouvoir, tout ça, quoi qu'on dise, c'est une affaire scandaleuse pour vous? Oui, mais c'est plus que scandaleuse, comme je le dis. L'opposition a donné scandale également. L'opposition, pouvoir, tous donné scandale. Ici, c'est le président de l'institution que j'ai écouté et qui m'a choqué par les termes suivants. Je me bats pour mettre les députés à l'aise. Une institution, les députés, ce sont des mandats. Mais il faut améliorer les conditions quand même des c'est ce que j'ai dit, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand M. Adama Bitogo est venu à l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires n'existaient pas. Il a analysé leurs conditions de travail. Tout ça, ils ont passé au peigne fin comment il fallait mettre le député améliorer les conditions de travail. Et c'est passé par une loi. Donc, si on trouve que ce qui a été fait n'est pas suffisant, on prend une loi et on informe tout l'État, toute la population ivoirienne. Mais on ne dit pas, je prends des mesures pour mettre des députés à l'aise. Ce n'est pas des députés qu'il faut mettre à l'aise. Mais quelque part, vous ne trouvez pas que la population les députés sont complices? Comment? Sont complices tous les députés. Mais c'est ce que j'ai dit. Il fallait prendre une loi. Ce n'est pas ça, c'est ce que j'ai dit. L'opposition et le pouvoir. Il faut mettre la population ivoirienne qui croit aujourd'hui sous le coup de la pauvreté à l'aise. Les députés doivent se lever, aller voir dans les hôpitaux. On nous parle aujourd'hui de soins gratuits. 1000 francs gratuits. Est-ce que cette gratuité, elle est effective? On nous parle aujourd'hui de plateaux techniques très élevés. Les députés doivent se rendre dans les hôpitaux pour se rendre compte de l'effectivité des plateaux techniques. Bien. Voilà le travail que les députés doivent faire pour mettre la population à l'aise et non de se tailler des billets d'avion, d'aller se faire payer des soins à l'étranger avec leur famille, leurs servantes. Bien. Merci. Alors, je crois que son discours a évolué. Dans un premier temps, il disait que certains députés n'étaient pas informés de la mesure, donc de la convention qui existait. Maintenant, son discours a évolué. Il parle donc, je vais dire, pour lui, le président de l'Assemblée nationale ne devrait pas travailler à mettre à l'aise les députés de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il aurait travaillé à les mettre mal à l'aise. Donc, je crois que son discours a évolué. Non, je finis. Je dis, pas une loi. Non, c'est pas une loi. Une convention, c'est pas une loi. Quand on signe un contrat d'assurance, comme madame l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas des lois. Ce sont des arrangements, des contrats, des partenariats qu'on signe, soit avec un hôpital, avec une compagnie, mais c'est ce qui a été fait. Mais il faut regarder dans le fond l'intérêt de la mesure. Tous les frais de transport des députés qui doivent aller en mission, et c'est tout à fait normal pour aller discuter avec des partenaires, donc dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, et qui voyagent, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le budget de l'Assemblée nationale, donc qui paye les frais de mission. Savez-vous que ce contrat leur permet une réduction de 30% dans des frais de transport? Mais c'est une économie qu'on fait pour un pays dont on dit pas très riche, faire déjà des économies, ça arrange le pays. Cette manne financière peut être utilisée à autre chose. Ça, c'est le premier élément que je voulais soulever. Maintenant, j'entends des gens dire oui,
le RADP dit qu'il a construit des centres de santé, mais c'est pas parce qu'on a construit des centres de santé que le tourisme sanitaire va s'arrêter. Aucun pays au monde où toutes les populations se soignent à l'intérieur. On ne peut pas faire le reproche au président Houphouët-Boigny de n'avoir pas construit des centres de santé. Il est le seul d'ailleurs qui a construit la plupart des CHU. Mais le président Houphouët-Boigny est décédé pratiquement où? Mais en Suisse. Donc c'est pas parce qu'on a construit des hôpitaux que des gens dont ils ont des moyens ne puissent pas aller se faire soigner en Europe. Le roi Mohamed VI, il s'est fait opérer en France il n'y a pas longtemps. Pourtant, le Maroc fait partie des pays qui a le plateau technique assez performant. Aux États-Unis, moi je viens des États-Unis, mais aux États-Unis, je vous assure que la plupart des populations vont se soigner au Mexique. Aujourd'hui, la Turquie est devenue le pays par excellence du tourisme sanitaire. Donc on peut se déplacer, on est tous d'accord, unanime que nous sommes un pays qui n'est pas riche. Nous ne sommes pas un pays développé. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a des efforts qui ont été fournis, il faut le reconnaître, mais il y a encore des défis à relever. Aujourd'hui, si je touche du bois, quelqu'un atteint d'un problème de cœur et qu'on doit faire une greffe de cœur, est-ce que dans nos pays on peut le faire? Non. Il va falloir l'évacuer. Et en 2022, les évacuations sanitaires étaient autour de 114. Mais aujourd'hui, on est descendu en 2024 à 38 évacuations sanitaires. Donc, il faut être reconnaissant de ce qui a été fait, sans nier qu'il y a des défis à relever. Bien. Et qu'il faut continuer les efforts dans l'amélioration du plateau technique. Chérif Balé, réaction? Oui, je voudrais... Quelles sont vos dernières réactions sur le sujet? D'accord, je voudrais réagir sur la volonté du président de l'Assemblée nationale de mettre à l'aise les agents de l'Assemblée nationale pour toucher du doigt le problème des députés suppléants. Les députés suppléants n'ont pas de rémunération, ils n'ont aucun avantage. Voilà un point très important qu'il faut adresser. Les conseillers municipaux aussi, même s'ils ne travaillent pas à l'Assemblée nationale, je vais dire que il y a des questions aussi très importantes qui n'ont pas été réglées et qui font partie de ce qu'il faudrait faire pour que le travail de l'Assemblée nationale soit de qualité. Donc, on pense aux députés suppléants, il faut qu'on leur donne un statut. Bien, Arsène Anoma. Non, mais moi, je pense que, comme le dit M. Niawa, qui se plaint du fait que le président de l'Assemblée nationale veut améliorer les conditions de vie de ses parlementaires. Mais ce n'est pas aujourd'hui que l'État se préoccupe de l'amélioration des conditions de vie des parlementaires. En 2008, sous Laurent Gbagbo, la loi qui institue les rentes viagères et les salaires des parlementaires, qui permet aujourd'hui à une personnalité comme Mohamed Koulibaly de toucher près de 7 millions de rentes viagères à la retraite, a été prise sous Gbagbo. Donc, pour moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait légitime. Il est président d'une institution. Je pense que le fait de vouloir améliorer les conditions de vie des parlementaires ne veut pas dire qu'il est dédaigneux des conditions de vie de la population ivoirienne. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme à cela. Donc, pour moi, je ne vois pas le fait qu'on se plaigne de cela. Au contraire, il joue son rôle de président de l'Assemblée nationale de veiller au bien-être de ses collègues parlementaires. Maintenant, lorsque on se plaint du fait que les gens continuent à se soigner à l'extérieur, comme l'a dit M. Kokorazi, mais on ne pourra jamais empêcher totalement le tourisme sanitaire. Les gens iront toujours se soigner parce que chaque pays aussi a ses particularités pathologiques et a ses spécialités dans lesquelles ils sont en pointe. Donc, si quelqu'un, malgré le fait que son pays avance sur le plan sanitaire, décide de chercher d'autres cieux où il peut satisfaire ses besoins sanitaires. Mais ça doit être à ses propres frais. Hein, oui, à ses propres frais. Oui. Mais aussi, je pense que il peut arriver que selon peut-être la nomenclature de ses fonctions, il peut arriver aussi que l'État décide d'évacuer quelqu'un pour se faire soigner. Parce qu'il peut arriver que, par rapport certainement à tes fonctions, on peut décider de te faire évacuer si tu as une particularité sanitaire à régler. Mais comme l'a dit M. Kokora, c'est des choses qui se sont drastiquement réduites. Ça s'est réduit. Et moi, je suis convaincu que avec l'évolution de la Côte d'Ivoire sur le plan sanitaire, d'ici quelques années, c'est des choses qui vont encore redescendre. Et concernant cette histoire de convention, mais comme il a dit, ça réduit les dépenses de l'Assemblée nationale de 30%. 30%, c'est beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut ça. Il ne faut pas toujours rester dans la politique politicienne. Maintenant, il faut nous dire à quoi ces 30% d'économies vont servir. Bon, mais là encore, bon, je le dirai, mais il ne faudrait pas toujours rester dans la politique politicienne pour dénoncer toujours tout, parce que ce n'est pas nous qui sommes aux affaires. Moi, je pense qu'il y a des décisions que les gens prennent qui sont quand même salvatrices pour
toute la Côte d'Ivoire. Bien, place maintenant au deuxième sujet de cette émission. Cap Côte d'Ivoire, RHDP, dialogue politique en question, mais avant, la réclame publicitaire. Voilà de retour de la pub dans ce deuxième sujet de votre émission au Cap Côte d'Ivoire RHDP et le RHDP avait une rencontre hier, rencontre reportée à une date ultérieure et annulée à la dernière minute. Alors un courrier a été adressé à cette coalition pour leur faire savoir que nous avons des contraintes d'agenda. D'abord, vous savez que nous sommes dans les préparatifs du congrès que nous organisons. On leur a dit qu'au moment venu, nous allons nous accorder pour trouver une date qui nous permettra de nous retrouver pour débattre des questions dont il s'agit, a expliqué le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, soulignant ainsi qu'il ne s'agit en aucun cas, et je cite, d'une fuite en avant. Ce n'est pas une fuite en avant, au contraire, s'ils le veulent, cette rencontre aura bel et bien lieu, a-t-il rassuré. Votre analyse, Marcelin Niawa, sur les raisons évoquées pour ce report de cette rencontre? Bon, moi, je ne maîtrise pas personnellement les contours de ce report. Maintenant, je m'en tiens à ce que... Les raisons ont été données par le RHDP? Oui, c'est ce que ça, ce sont des raisons officielles. Mais on est en politique. Peut-être qu'il y a des raisons cachées. Mais je le dis toujours, il faut que dans ce pays, on fasse tout pour se retrouver. On perd quoi en se retrouvant pour discuter? Le RHDP qui proclame toujours sa majorité. Quand on est majorité, on doit être capable de discuter, surtout en démocratie. Donc je pense qu'il faut que le RHDP se donne le temps et qu'il ne joue pas l'Alésienne pour dire à la dernière minute, à quelques semaines des élections, venez, on va discuter. Quand l'opposition va poser des problèmes, ils vont dire non, vous voyez, nous ne sommes plus loin. Bientôt, on va faire les élections, laissons tomber ce problème. Il faut parler des délais constitutionnels. Je pense que ce jeu-là, il est très dangereux. Ce n'est pas du tout. On les voit venir. C'est dans cette dynamique qu'ils veulent s'inscrire. On comprend. On comprend tous le jeu, mais il est malsain. Il faut qu'ils sortent de ce jeu-là. Bien, Arsène Anoma, comment vous réagissez face à ce report et les raisons données? Moi, je ne suis pas dans le négationnisme extrême. Pour moi, le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, a donné les raisons. Le RHDP a un calendrier assez chargé avec l'organisation de son congrès et puis d'autres choses. Donc, ils ont juste demandé à l'opposition, c'est un report, c'est juste un report, ce n'est pas un refus, c'est un report. Donc, pour moi, cette rencontre-là, la preuve... Pourquoi attendre à la dernière minute? Non, mais il peut y avoir des imprévus. Et puis, c'est quelque chose qui nécessite une préparation. C'est le parti au pouvoir qui rencontre une coalition de partis de l'opposition. Je pense qu'il faut préparer les thèmes, il faut préparer les choses, tout ça. Et moi, le fait même que déjà la rencontre est initialement acceptée par les deux partis, ça démontre qu'il y a une volonté de dialoguer. Maintenant, comme le dit M. Niawa, c'est une ruse pour espérer arriver à un certain moment pour dire qu'on est pris. Mais il y a une réalité qu'il faut que l'opposition comprenne. Le président l'a dit aujourd'hui lors de la remise du prix Oufou-Boigny. Il a dit que les élections se tiendront à date. Donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas que l'opposition pense que cette rencontre avec le RHDP là sera l'occasion pour elle de faire reporter l'élection. L'élection se tiendra à date. Ça, pour ça, il n'y a pas d'équivoque à avoir. Donc on discutera. Nous sommes entre nous, Ivoiriens. Nous aimons tous la Côte d'Ivoire. Et puis, qui a intérêt à ce que le pays soit en paix? C'est le RHDP. C'est une très bonne question. C'est le RHDP, parce que c'est le RHDP qui est au pouvoir, qui a intérêt à ce que le pays soit en paix pour continuer à développer ce pays comme il le fait depuis 2010. Donc, le RHDP fera tout ce qu'il faut pour que le climat social soit apaisé. Si l'opposition décide de lui emboîter le pas, et on ira sur ça. Maintenant, si elle décide d'utiliser d'autres canaux non démocratiques, je pense aussi qu'un État responsable, et le gouvernement l'a prouvé, le président l'a prouvé depuis 2011 qu'il est là, l'ordre sera toujours maintenu, le pays sera sécurisé pour que les Ivoiriens vivent en paix. Il a même dit aujourd'hui. Bien, puis Chéric Balé, comment vous, en tant qu'actrice de la société civile, vous percevez ce report et son impact sur le monde politique ivoirien? C'était une rencontre très importante qui pouvait décrisper la situation sociopolitique. Oui, c'est une rencontre qu'on a appris avec beaucoup d'espoir parce que jusqu'à présent, malgré tous les appels au dialogue politique, nous répondait que on avait suffisamment dialogué, il fallait s'adresser aux institutions, des institutions qui sont en dysfonctionnement. Donc, quand on a appris la nouvelle de cette rencontre, on était vraiment très contents parce que pour nous, c'était un signe que le pouvoir en place était enfin prêt à discuter avec l'opposition. Maintenant, ce report
est vraiment dommage. Parce que nous pensons que rien ne doit être au-dessus de la recherche de la paix. Justement, on dit prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous, Ivoiriens, on devait être toujours en train de rechercher cette paix. Je ne sais pas quel temps cette rencontre allait prendre dans le programme du RHDP pour qu'on puisse la reporter. Qu'est-ce qui est plus important que la recherche de la paix? Franchement, c'est décevant et c'est inquiétant. Et je pense qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut la paix ou qu'on le croit. Il faut poser des actes forts. Il faut ouvrir le dialogue et avec l'opposition et avec la société civile pour désamorcer toutes les sources de conflit avant qu'on aille à ces élections. Maintenant, pour parler d'élections à date, par rapport à ce que M. Anoma disait tout à l'heure, il n'est pas plus important de respecter les délais constitutionnels que d'aller à des élections réellement apaisées. Créer les conditions pour des élections apaisées, à notre avis, est plus important que de vouloir, coûte que coûte, tenir les élections dans les délais, alors que les conditions ne sont pas réunies. Non, les conditions sont réunies. Merci, Péchéry Balé. On dit qu'Okora, c'était un brin d'espoir pour l'opposition qui est aujourd'hui à l'épreuve. Est-ce que c'est inquiétant, comme dit Péchéry Balé? Il n'y a rien d'inquiétant. Je voudrais mettre mes amis à l'aise. Il n'y a rien d'inquiétant. Elle a dit la recherche de la paix. Mais depuis 15 ans, la Côte d'Ivoire est en paix. Le président Ouattara a mis en place tous les moyens pour que la Côte d'Ivoire reste en paix. Voilà. Et donc, quand vous parlez de conditions donc apaisées pour une élection apaisée, mais en 2010, il n'y avait pas eu autant de conditions mises en place pour que nous ayons une élection apaisée. Non, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Mais bien sûr. Non, donc laissez-moi parler. Sinon, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, écoutez-moi. Et donc, j'ai dit, il n'y a pas eu autant de conditions pour que nous puissions aller à une élection apaisée en 2010. Mais ça a été malheureusement l'élection la plus catastrophique en Afrique. Donc, les élections apaisées ne découlent pas forcément donc, de dialogue. Et je le dis. Forcément. Non, le RHDP ne le voit pas. Il n'y a pas eu un seul gouvernement sous lequel il y a eu autant de dialogues. Nous avons fait 5 dialogues, 5 phases de dialogue, madame, depuis 2011, ce qui nous a permis donc d'avoir un pays qui est en paix. Maintenant, les débats avant les élections, mais ça se passe dans tous les pays. Moi, je viens des États-Unis et vous suivez l'actualité aux États-Unis. Avant les élections, mais tout le monde parlait de guerre civile. Donc, c'est une compétition qui entraîne des débats houleux. Mais ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est en guerre ou la Côte d'Ivoire n'ira pas à une élection apaisée. Je finis pour dire que le RHDP a accepté donc de rencontrer ses frères donc du PDCI et des autres partis politiques qui forment la coalition Cap Côte d'Ivoire. C'est de façon volontaire que nous l'avons accepté. Mais vous savez très bien, sauf si on est de mauvaise foi, que le RHDP aujourd'hui est occupé à préparer son congrès. Et hier, on avait le rendez-vous. Et nous-mêmes, on a dû reporter d'autres rendez-vous qui étaient prévus dans le cadre de la préparation du congrès. Donc, ce n'est pas par mauvaise foi. Ce n'est pas par louvoiement. Nous l'avons volontairement accepté. Et on va discuter avec nos amis du PDCI sans problème. Bien. Voilà, donc le RHDP, un parti opportuniste, nous avons donc montré suffisamment de volonté de dialogue depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara. Donc nous ne sommes pas opposés au dialogue dans notre pays. Merci Marcelin Niawa. Quelles sont vos attentes de cette rencontre décisive? Avec le pouvoir et l'opposition? Bien sûr. Oui, mais moi je souhaite que les deux entités, même plus que ça, avec la société civile, il y ait une grande rencontre pour planifier. C'est une rencontre RHDP Cap Côte d'Ivoire. Quelles sont vos attentes de cette rencontre? Oui, mais moi j'étends ça, je vais au-delà de ça. Non, mais il s'agit, soyez factuel. Oui, c'est une rencontre RHDP Cap Côte d'Ivoire et non RHDP opposition. Bon, d'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne connaissais pas les raisons pour lesquelles, qui a demandé la rencontre. C'est à l'initiative de Cap Côte d'Ivoire. Qui a demandé la rencontre. Il n'est même pas informé avant de venir au débat. Non, mais c'est pas le non, j'ai dit, je ne sais pas qui a demandé la rencontre. Non, il fallait s'informer. Mais je ne suis pas l'initiateur. On sait bien, personne n'est initiateur sur ce plateau. Mais quelles sont vos attentes, vous, en tant que citoyen ivoirien, de cette rencontre? Je souhaite que les différents partis politiques de Côte d'Ivoire se retrouvent pour planifier tous les problèmes qui entourent les élections, pour que nous allons dans une dynamique de paix aux élections le 25 octobre. Maintenant, ce que je peux répondre tout à l'heure à ce que mon ami Kokora disait, que la paix en Côte d'Ivoire, depuis 15 ans, elle est là parce que M. Alassane Ouattara le veut. J'ai dit non, c'est parce qu'il a en face de lui une opposition responsable. Parce que la paix, oui, il a en face de lui une opposition responsable. Parce que jusque Ouattara est là, on n'entend pas des paroles guerrières. Du genre, j'ai frappé ce que Merci.
On n'entend pas ces gens de parole. On n'entend pas ces paroles pour dire si je ne suis pas candidat, ce pays va tomber. Bien, on n'entend pas ces paroles. Donc c'est l'opposition qui veut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Merci Marcelin Niawa. Alors Arsène Anoa, l'opposition qui souhaite l'ouverture d'un dialogue politique avant la tenue du scrutin réclame notamment la réforme de la commission électorale indépendante, CEI, l'instauration de conditions garantissant la tenue d'une élection inclusive en Côte d'Ivoire, transparente et crédible. Qu'est-ce que ça vous inspire? Même si ça ne rentre pas dans le cadre de cette rencontre Cap Côte d'Ivoire, RHDP, mais comme je le dis toujours, ça m'inspire le fait que l'opposition n'a pas envie d'aller aux élections parce que l'opposition sait qu'elle sera battue. Donc l'opposition cherche des moyens de diversion pour essayer d'arriver à une situation où l'élection ne se tienne pas à date et arguer du fait qu'il y a un vide juridique et puis demander une transition. Bien, donc sinon, pour vous, ce sont des arguments sans fondement. Parce bien, que merci. Je serai pas les réactions sur la même question. Oui, ce sont des questions sur lesquelles on s'est prononcé plusieurs fois. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais... Je tiens à rappeler que vous avez 1 minute 30 secondes pour terminer. J'aimerais revenir sur le fait que M. Kokora ait parlé de mauvaise foi. L'absence de communication d'une date qui serait la prochaine pour cette rencontre, moi je pense que c'est ça la mauvaise foi. L'absence de reconnaissance du fait qu'il y a des problèmes qui pourraient être des sources de conflits pendant les élections, c'est ça la mauvaise foi. Maintenant, par rapport à la CEI, on sait tous que la CEI ne décide pas. Elle fait des propositions au gouvernement qui décide. C'est pour cela que toutes les fois, on nous dit le gouvernement décide, le gouvernement décide. Donc, à partir du moment où l'indépendance de la CEI et son impartialité n'est pas prouvée, à partir du moment où la CEI, qui devait créer la confiance en étant composée de tous les acteurs, est actuellement handicapée de deux poids lourds de l'opposition, moi, je pense que si on veut réellement la paix et si on est réellement de bonne foi, on devrait pouvoir s'asseoir pour en parler sérieusement, sans faux fuyant, trouver les compromis et les consensus qu'il faut pour aller à des élections apaisées, d'autant plus que, tout en sachant que c'est très peu probable qu'on ait le temps d'une RLE 2025 après octobre, la CEI décide de façon unilatérale d'organiser la RLE 2025. Merci, Pulchéric Balé. Nzi Kokora, dernière réaction. Vous avez 1 minute maximum pour terminer sur la même question. On a déjà... Alors, je vais demander à nos amis de sortir de la mauvaise foi permanente. Tout à l'heure, on a parlé donc de paix. Et quand j'ai dit que depuis 15 ans, la Côte d'Ivoire est en paix, il a trouvé pour seul responsable l'opposition qui a créé les conditions de paix dans notre pays. Ça veut dire que la paix dans un pays dépend de l'opposition. Donc si la paix dépend de l'opposition, donc nous allons demander à l'opposition de nous garantir la paix en 2025. C'est que nous ne sommes pas responsables des conditions de... mais est-ce que vous pouvez vous calmer, monsieur, vous me laissez parler? Donc si vous savez que la responsabilité de la paix dans notre pays dépend du comportement de l'opposition, c'est que nous sommes rassurés parce que quand je vous écoute, vous voulez tous la paix. Donc il n'y a aucun problème, c'est la première chose. Deuxième chose, on nous parle de RLE, mais il faut sortir encore de cette posture. C'est ensemble qu'on a décidé qu'il y ait une RLE qui va de octobre à juin. Ensemble avec qui? Avec les partis politiques. Il y a eu une rencontre avec les partis politiques où il y a une explication. Et d'ailleurs, s'ils ont accepté de rentrer dans ce chronogramme, mais c'est en connaissance de cause. Et d'ailleurs, voilà pourquoi on a accepté d'enrôler les enfants de 17 ans en octobre. Madame, ça ne s'est jamais produit dans nos pays. Mais si on l'a fait, mais c'est de façon... Est-ce que tous les enfants de 17 ans... Est-ce que vous pouvez me laisser faire? Non, mais vous avez tous eu un temps. Donc je dis, vous savez très clairement que lorsqu'on affiche la liste électorale définitive le 20 juin, en juillet, nous commençons les parrainages. En août, il y a le dépôt des candidatures. En septembre, il y a le verdict du Conseil constitutionnel. Quel est le temps dont nous disposons pour faire une nouvelle RLE avant les élections? C'est une démarche incohérente qui vise à empêcher les élections de pouvoir définir à date. Alors, place maintenant, chers téléspectateurs, vous avez pris la parole le premier dans cette partie. Donc, c'est pour rebondir ici. Non, vous avez tous le même temps de parole. Place maintenant à la troisième partie de cette émission. PDC RDA, entendez
le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Valérie Yapo perd son procès. Le parti rend aussi hommage à Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne, et réaffirme son soutien à Tidiane Thiam, son président et candidat à la présidentielle. Procès contre Thiam. Comment vous réagissez, Arsène Anoma? La justice déboute Valérie Yapo, une décision qui surprend. Personne ne s'y attendait. Non, moi, ça même le PDC-RDA disait que ce procès est perdu d'avance. Moi, ça ne me surprend pas. Que la justice est instrumentalisée. Comment vous réagissez? Ça ne me surprend pas parce que j'ai confiance aux institutions de mon pays. Ça démontre que la justice ivoirienne est indépendante et que ici, l'exécutif n'influence pas les décisions de justice. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que j'étais convaincu que si les arguments plaidaient en la faveur de Thiam et du PDCI, la justice allait lui donner raison. Et c'est ce qui a été fait. Et pour moi, je me réjouis de cette décision-là. Ça montre aussi que l'opposition est constamment dans la mauvaise foi. Parce que lorsque les décisions de justice ne vont à son encontre, elle crie au loup, elle crie au fait que la justice est manipulée. Aujourd'hui, on a donné raison sur 5 chefs d'accusation. Le PDCI, Mme Valérie Yapo a été débutée sur 4. Et même sur le 5e où elle a eu raison, elle avait déjà été réintégrée. Donc, le PDCI a gagné sur toute la ligne. Donc, moi, je suis satisfait de cette décision et je suis content de voir que nos institutions, la Côte d'Ivoire, se construit autant sur les infrastructures que sur ces institutions. Et progressivement, nous allons arriver à un pays qui est une véritable, une grande démocratie comme celle qu'on en vit en Occident. Bien. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du prix? Si on veut parler... Non, le prix, ça sera vers la fin de cette partie. Bien. Moi, je suis satisfait. Bien. Et je merci. Puis, Chéri Balé, comment vous réagissez à ce verdict? C'est un verdict qui était attendu et qui ne surprend pas, puisqu'il y a une stratégie qui a été mise sur pied pour vider de son contenu la plainte, étant donné que le président Thiam a eu le génie de démissionner puis de se faire réélire. Bon, donc la plainte n'avait plus de sens en fait. Donc la justice, naturellement, n'avait pas le choix. Elle a été obligée de dire le droit. Bien. Nzi Kokora... Mais on voudrait remercier le juge pour cette sagesse. Parce que, bon... Il a dit le droit. Il a dit le droit. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ça allait être compliqué. Et on a vu d'autres procès où vraiment le droit n'a pas été dit. Donc vraiment, on félicite le juge pour cette sagesse qui nous évite un conflit de moyens. Est-ce que la justice ivoirienne est crédible à vos yeux? Non, pas du tout. Malgré ce procès? Non, ce procès n'est pas le seul il y a eu plusieurs cas par le passé. On a le cas Pascal Aping-Guessan face à David. Il y a beaucoup de prisonniers en détention abusive. Moi, j'ai la faiblesse de ne pas commenter les décisions de justice. Ça, c'est de mon point de vue. Mais je peux faire un constat. Et je continue de constater que nos amis ont un problème. Quand les décisions de justice les arrangent, ils applaudissent, ils félicitent la justice. Mais quand ça ne les arrange pas, elle est instrumentalisée. Imaginez-vous aujourd'hui si la décision avait été contraire à ce qu'on a connu, mais peut-être que le PDC serait dans les rues. Bon, peut-être on va demander à Dame Valérie aussi d'être dans les rues. Il faut arrêter. Quand on va en justice, soit vous gagnez ou vous perdez. Et donc, madame, quand vous parlez, je vous écoute. Prenez le soin aussi de m'écouter. C'est très important dans le débat. Mais vous ne m'écoutez pas, vous me coupez. Merci, Chéri Balé, s'il vous plaît. Allez-y, continuez. Cette façon de faire ne nous permet pas ensemble de construire une république sérieuse. Il rame à compte courant des principes même démocratiques donc d'une république. Pourquoi? Parce que la justice, elle est indépendante. Elle est indépendante dans la mesure où, et tout à l'heure vous l'avez félicité, pourquoi? Parce que la décision vous arrange. Si elle ne vous arrangeait pas... Moi, je ne suis pas PDC. Non, mais vous l'avez félicité. C'est à partir des principes. Vous avez même dit que M. Thiam, c'est un génie. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais madame, vous n'allez pas prendre tout votre temps à m'interrompre. Mais soyez juste dans vos propos. Ah bon? Puis Chéri Balé, s'il vous plaît, on fera l'effort de permettre aux autres de pouvoir s'exprimer. Allez-y, terminez. Donc j'ai dit, il faut que nos amis arrêtent. Moi, je note tout simplement que la dame, elle a accepté la décision. Mais lorsque M. Thiam a été radié de la liste électorale, suite à une décision de justice, on a vu nos amis du PDC-RDA marcher avec des députés en avant. Pourtant, quand vous avez lancé la marche contre, ou bien la désobéissance contre la vie chère, on n'a pas vu les députés dans la rue. Mais concernant M. Thiam, ils étaient dans la rue. C'est pour dire, chère madame, vous êtes de la société civile, il faut être à équidistant donc des partis politiques. Il ne faut pas prendre toujours le camp donc, de l'opposition. Parce que ce n'est pas juste. Je dis,
nos amis de l'opposition doivent faire confiance à la justice. Et c'est quand nous allons faire confiance à nos institutions, comme M. Arnaud l'a dit, que nous allons réussir à créer la paix. Parce que la paix, c'est la justice qui la crée. Mais chaque fois qu'on prendra une décision et que ça ne vous arrête pas, vous allez être contre la justice, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne n'arrivera pas à construire une paix. Parce que demain, si moi aussi une justice me concerne, je ne vais pas l'accepter. Merci. Marcelin Niawa, comment cette décision judiciaire renforce-t-elle la position de Tidjane Thiam au sein du PDCI-RDA? Bon, d'abord, vous me donnez l'occasion de voir la procédure. Je vais me prononcer comme mes autres camarades. Moi, j'attendais... Il n'y a pas eu de surprise à mon niveau concernant la décision Valérie Yapo. Pourquoi? Parce que vous, oui, on l'a entendu sur ce plateau, des militants du PDC-RDA et des journalistes proches du parti qui disaient que d'avance Thiam perdra ce procès. Non, on connaît parce les résultats. Que pour moi, la procédure, depuis le début, lorsque Mme Valérie Yapo a été sortie du bureau politique du PDCI, elle a déposé une plainte au tribunal. Avant que le juge ne se prononce, le PDCI l'a réintégrée. Et le PDCI a dit que la décision, le jugement était maintenant sans objet. Et elle a été réhabilitée. Dans le cas de Thiam, ça a été la même procédure. Elle a porté plainte contre Thiam, disant qu'il n'avait pas la qualité d'être président du PDCI. Mais avant que le juge ne se prononce, Thiam s'est retiré du PDCI. Il y a eu un congrès qui a été fait, mais entre-temps, il a retrouvé son statut d'ivoirien. Donc là, le juge ne pouvait pas dire autre chose. Bien que le droit ne soit pas une science exacte, mais plus ou moins, moi, à mon niveau, je m'attendais à ce que le juge ne donne pas raison ici à Mme Yapo, puisque Thiam était déjà rentré dans les rangs. Bien, nous allons aborder un autre aspect très important de ce sujet. En effet, le PDC-RDA a rendu aujourd'hui hommage au président Félix Houphouët-Boigny et a réaffirmé son soutien à l'endroit de Tidjane Thiam. C'était une activité sous la pluie pendant que la Côte d'Ivoire accueillait aujourd'hui la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le PDC-RDA a brillé par son absence. Puis Chéri Balé, comment vous réagissez face à cette décision du PDC-RDA? Oui, avant de répondre à cette question... On va répondre parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, non, j'aimerais juste préciser en 30 secondes, rapidement. Dans un débat, quand on ne veut pas être interrompu, on n'est pas discourtois dans ses propos. Bien, merci. Quand on est tous d'accord. Merci. Non, merci. Je vous invite tous à la courtoisie sur ce plateau. Voilà. On va répondre à la question. Allez-y. Par rapport à cette question, moi, je pense que le PDCI, c'est à eux de répondre sur la question. Oui, mais quelle lecture vous faites de cette situation? Oui, on suppose que le prix Félix Houphouët-Boigny, qui honore celui qui est à la base de la création du PDCI, celui qui est le père fondateur du PDCI, si le PDCI n'y est pas, c'est certainement parce que par rapport à la paix, nous sommes dans la démagogie. On s'en va célébrer quelque chose qui n'existe pas. La paix passe par le dialogue. On refuse le dialogue et puis parallèlement, on célèbre la paix. Donc, je suppose... Ce n'est pas la paix en Côte d'Ivoire qu'on célèbre, c'est la paix à travers le monde. Non, le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est un prix pour la recherche de la paix. Mais donc, qui est décerné à tout le monde à travers le monde. La preuve, c'est que celui qui repart avec ce prix cette année n'est pas ivoirien, il est portugais. Il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit du fait que... Parce que vous savez que quand il y a des sommets, parfois, il y a des contre-sommets. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que quand le sommet se tient et que par rapport aux objectifs de ce sommet-là, il y a un groupe qui conteste ces objectifs-là, il fait son contre-sommet. Donc, on n'est pas obligé de soutenir cela quand on pense que ceux qui sont en train d'organiser cela ne sont pas en réalité dans un esprit de paix, de recherche de paix. On ne peut pas célébrer le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix alors qu'on a retiré la nationalité de Tidjane Thiam, petit-fils d'Houphouët-Boigny. Telles sont les raisons qu'évoquent certains cadres du PDC-RDA et militants du parti. Comment vous réagissez? Moi, je suis attristé. Et je me demande, le PDCI Thiam s'éloigne de plus en plus de l'esprit houphouëtiste. Il s'éloigne de plus en plus de l'héritage laissé par son grand-père. Parce que pour moi, on ne peut pas réduire le PDCI seulement à Thiam. Non. Et ce prix-là, c'est un prix international. La preuve, même le PPACI, qui n'est pas houphouëtiste, a envoyé un représentant. Ça veut dire que, pour moi, la situation de Thiam et la tenue de ce prix-là
sont deux choses qui sont totalement distinctes. Le PDCI aurait dû, comme un parti républicain, et encore un parti, je pensais qu'il s'est dit oufouettiste, être présent à la célébration de ce prix-là, qui au final fait honneur à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI aspire à revenir aux affaires. Mais quand tu aspires à revenir aux affaires, tout ce qui concourt à propulser le pays, à faire honneur au pays, tu dois te sentir concerné. Moi, j'estime que ce n'est pas le prix du parti au pouvoir. La preuve, ce prix a été initié par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, ce n'est pas le prix du parti au pouvoir, c'est un prix de la Côte d'Ivoire. Donc, tous les partis de la Côte d'Ivoire qui sont républicains auraient dû participer à cela. Et c'est d'autant plus désolant pour le PDCI, pour moi, qui est l'inspirateur de par l'oufouettisme de ce prix-là, ne pas y participer parce que son président a des problèmes dans lesquels il s'est lui-même mis, parce que ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé de se naturaliser en 1987, c'est lui-même qui a créé ces problèmes. Donc ça n'a rien à voir avec le parti au pouvoir. Le problème que tu t'es créé toi-même de façon délibérée, tu es parti prendre une autre nationalité, mais ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Donc je suis désolé de cette décision, de cette nouvelle classe dirigeante du PDC qui se voit réaction. Bon, moi j'ai été malheureux de constater ce matin que le PDCI n'était pas présent à Yamoussoukro. À Abidjan. C'est à Abidjan. Je ne sais pas où ça s'est passé. Pendant que ça ne vous intéresse pas. Je ne suis pas au petit. Pourtant, le président Henri déjà avait été honoré lors de l'édition précédente. J'ai été vraiment choqué d'apprendre ça sur les ondes, que le PDCI n'était pas à la cérémonie. Mais je constate que tous ceux qui se réclament au fouettisme, aujourd'hui, ont décidé de faire de l'oufouettisme sans oufouet. Le RDR se dit fouettiste, PDCI se dit fouettiste. Le RDR refuse le débat. Le RHDP. Le RHDP. Bon, le RHDP. Non, sur ce plateau, on dira ce qui est le RHDP. Okay, d'accord, je vous concède. Le RHDP qui refuse le leitmotiv d'Houphouët-Boigny qui était le dialogue. C'est qu'Houphouët-Boigny a toujours prôné et il a dit il n'y a jamais si peu de temps pour dialoguer. Il faut toujours dialoguer. Le RHDP refuse le dialogue. Aujourd'hui, le PDCI constate que là où on l'invite là pour la recherche de la paix, en réalité, il n'y a pas de recherche de paix. Donc, il n'y va pas. Vraiment, j'ai été meurtri de constater que nous se retrouvons dans une situation d'extrême des deux côtés où les deux ne refusent de se... Mais je pense que si le RHDP avait accepté 48 heures avant la rencontre à la rue Le Pic, comme il avait souhaité, le PDCI serait à cette rencontre-là. Bien, merci. Nzi Kokora, ce prix a été décerné au Portugais Antonio Costa, président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et bien d'autres personnalités. Le PDCI RDA a brillé par son absence. Ah bon, moi, je me réjouis donc du prix qui se perpétue sous la houlette du président Alassane Ouattara. C'est une bonne chose. Je crois qu'il est le parrain après le décès du président Henri Konan Bédié. Je me réjouis que ce prix ait été remis à une personnalité aussi importante qui est en dehors de l'Afrique. C'est une bonne chose. Le commentaire que je peux faire sur l'absence du PDCI, on parle de paix. Est-ce qu'à l'intérieur du PDCI, il y a la paix? Tout à l'heure, on vient de parler de Valérie Yapo, qui a traduit son président en justice. Il n'y a pas de paix. On a vu Dikao qui vient de démissionner, ceux qui parlent de dialogue et de paix. Pourquoi ils ne peuvent pas discuter à l'intérieur pour créer la paix en leur sein? C'est le seul parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a des problèmes en son sein. Donc, ils n'ont jamais eu l'esprit foutiste. Et M. Thiam, comme il l'a dit, il s'est non seulement éloigné de façon physique de l'héritage du président Houphouët-Boigny, il s'est éloigné de façon, je vais dire, dans la vision et dans la politique, n'a jamais été proche. Vous savez, il a fait 24 ans à l'extérieur de notre pays. Quelqu'un qui aime son pays, qui aime Houphouët-Boigny, il va passer 24 ans hors de son pays. Comme je l'ai dit toujours, moi je suis un exemple, nous sommes de la diaspora. Quand vous allez dans la diaspora, dès lors que vous avez votre premier papier qui vous permet donc de voyager, votre réflexe qui vient à votre esprit, c'est d'aller au pays. Mais M. Thiam, qui avait tous les moyens, qui était payé en milliards de dollars ou euros, mais donc il passe 24 ans dehors de son pays, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'esprit patriotique. Merci. Non, je finis très rapidement. Le PDCI est une déception. Parce que, quelles que soient les raisons avancées, ne peut pas justifier son absence à un prix aussi important, non institué par le président Houphouët-Boigny et non par le président Alassane Ouattara. C'est une république, ce n'est pas une question de RHDP, mais c'est la république, c'est l'État. Quel est leur esprit républicain? Donc le PDCI d'aujourd'hui, non seulement
n'a aucun esprit fautiste. Ce sont des gens qui ne sont pas républicains. À la limite, je dirais, ce sont des putschistes parce qu'on entend Véronique Kaka et autres qui disent des choses. Et on a entendu son discours contre Bion. Et ça, c'est un esprit de paix. Traiter un membre important de votre parti de Touareg, ça, c'est l'esprit de paix au sein du PDCA. Bien, merci. Donc, leur absence ne me surprend pas bien. parce qu'ils sont dans un esprit de rébellion. On va terminer maintenant. Dernière question pour tout le monde. Oui. Votre réaction sur le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Antonio Costa? Franchement, je ne le connais pas. Je ne connais pas ses actions, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Vous aurez voulu voir un Ivoirien prendre non, ce pas prix? Forcément. C'est un prix international. Bien sûr, mais pourquoi donc, pas il y a un des Ivoirien? critères. Non, le jour où un Ivoirien va le mériter, il l'aura. Personne ne le mérite? Certainement. Parce que c'est une affaire de critères. Normalement, pour décerner un prix, il y a des personnes qui sont présélectionnées. Il y a un jury international qui est mis en place. Voilà. Donc, avec la certainement supervision de qu'aucun l'UNESCO. Ivoirien n'a encore satisfait les Non, critères. mais moi, je pense que le jury, c'est un jury international, des personnes compétentes, des personnes ressources dans le domaine de la recherche de la paix. Donc, s'ils ont choisi le Portugais, c'est qu'ils méritaient de recevoir ce prix-là. Et je suis honoré qu'à travers ce prix, qui est un prix international, la Côte d'Ivoire, sous la présidence la direction du président Ouattara, continue à briller sur le toit des nations. Merci. Et à faire honneur à notre pays. Marcelin Yawa. Bon, moi, je ne connais pas trop celui qui a été, aujourd'hui qui a été célébré, celui à qui on a remis le prix d'aujourd'hui. Mais ce que je peux souhaiter, c'est que ce prix qui porte le nom du tout premier président de la République de Côte d'Ivoire s'intéresse à la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux. Alors, moi, je note que, vous savez, il fut longtemps que le prix, donc, Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, se passe en Europe, en France. Mais depuis un moment, ce prix se descend ici en Côte d'Ivoire. C'est une avancée. Ça démontre très clairement que la Côte d'Ivoire, depuis 15 ans, est en paix sous la houlette du président Alassane Ouattara. Et moi, je me réjouis de ce que, parce que ce prix, comme on l'a dit, il n'est pas, il est décerné à tous les citoyens du monde. Tous ceux qui se battent pour la paix, ça peut être un Ivoirien, ça peut être un Sud-Africain, un Marocain ou un Français, peu importe. L'essentiel, c'est que les uns et les autres se battent pour qu'il y ait la paix dans le monde. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle, comme je l'ai dit tantôt. Je me rappelle que le président Bédié, avant son décès, à Yamoussoukro, l'avait vu, où on a décédé ça à la chancelière Angela, et il a dansé. Je crois que c'est sa dernière grande apparition en public. On a vu le président Laurent Gbagbo avec toutes leurs épouses, mais c'était fabuleux. C'est cette Côte d'Ivoire-là dont nous rêvons. Donc il faut que nos amis de l'opposition, PDCI en particulier, nous aident. Et je suis heureux que le PPACI ait envoyé un représentant, mais c'est une bonne chose. Ils auraient pu faire autant. Donc j'ai dit, il faut que ces gens revoient leur posture et essaient de s'inscrire dans la voie de la paix et la recherche véritablement de la paix. Merci. Place maintenant au carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Arsène Anoma. Bon, mon carton rouge, c'est à l'endroit du PDCI, qui a brillé aujourd'hui, de par son absence, à un prix pour la recherche de la paix. Vraiment, je suis attristé de voir qu'un parti qui a été à la tête de la Côte d'Ivoire durant l'indépendance, qui a été fondé par Félix Houphouët-Boigny et dont le prix porte son nom, qui se réclame être le véritable héritier politique du président Félix Houphouët-Boigny, pour des raisons de politiciennes internes, est brillé par son absence. Vraiment, j'adresse ce carton au PDC qui se ressaisissent, qui reviennent à la République, s'ils ont l'espoir de vouloir attendrir le cœur des Ivoiriens pour que les Ivoiriens les ramènent à la gestion du pays. Bien, Marcelin Yawa, carton rouge. Carton rouge au ministre-gouverneur Cissé Bakongo. On a entendu dire ici qu'il fallait casser des quartiers, il fallait casser des maisons parce que les gens étaient mal logés, étaient mal situés. Mais on constate que là où ils ont cassé les maisons, c'était pas là où le problème se trouvait. La preuve aujourd'hui, on compte une dizaine de morts. C'est déjà trop. On n'a pas réglé le véritable problème. Et moi, je pense que c'était une fausse solution à un réel problème. Il ne servait à rien d'aller casser à Gamé Village. Les vrais bidonvilles qu'il faut casser sont là et il faut reloger ceux qui sont dans ces bidonvilles. Zikokora, carton rouge. Alors, mon carton rouge va à l'endroit de nos amis du PDCI, principalement à l'endroit de leur président. Parce que pour moi, en tant que, d'abord, il se réclame toujours du président Houphouët-Boigny. Il dit qu'il est le petit-neveu du président Houphouët-Boigny.
qu'il a été élevé, éduqué par le président au Fort-Boigny. Donc rien ne l'empêchait d'être à un prix aussi important qui magnifie l'œuvre donc de son grand-père. Il a fui le pays, il se promène chez les Blancs, il a fait 24 ans là-bas. Il est temps qu'il reste dans son pays pour participer à toutes les cérémonies donc, que la Côte d'Ivoire organise. Il n'était pas là lorsqu'on célébrait l'indépendance. Donc je me rends compte que ce monsieur n'est pas venu pour nous aider vraiment à construire cette république, ce pays-là dont nous rêvons depuis longtemps. Donc, mon carton rouge va à l'endroit de nos amis du PDCI qui réclament un dialogue avec le RADP, mais j'aurais dû montrer l'exemple aujourd'hui pour dire qu'ils sont vraiment ouverts au dialogue en participant à cette cérémonie, donc qui est républicaine. C'est-à-dire qu'ils refusent une cérémonie républicaine, mais demain, ils cherchent à aller au siège du RADP pour rencontrer. C'est une incohérence. Bien, Pelcherek va les cartons rouges. Oui, mon carton rouge va à l'endroit de toutes les institutions en charge de l'assainissement dans notre pays. On connaît la liste des zones à risque, on connaît la liste des zones inondables et rien n'est fait en amont pour mettre fin toutes les saisons pluvieuses aux inondations, aux éboulements. On ne cure pas les caniveaux, on ne prend pas toutes les dispositions qu'il faut pour libérer le passage de l'eau. Et chaque année, c'est toujours la même chose. Donc vraiment, il faut prendre les dispositions pour assurer réellement la sécurité des populations et nous éviter toujours les mêmes drames en saison pluvieuse. Bien, merci. Dernière rubrique de cette émission, c'est le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 2000. Désormais, les piétons qui traversent en dehors des passages cloutés marchent sur la chaussée malgré la présence d'un trottoir ou ignorent les feux tricolores devront s'acquitter d'une amende forfaitaire de 2000 francs CFA. Cette mesure annoncée par le ministère des Transports de Côte d'Ivoire via l'Office de sécurité routière OSER pour renforcer la discipline sur la voie publique face à la phase de répression. Alors, commentaire sur ce chiffre du jour, Marcelin Niawa. Oui, bon, c'est avec beaucoup de sourires que j'ai accueilli cette nouvelle. Parce que déjà, c'est pas dans tous les quartiers d'Abidjan qu'il y a des passages cloutés, mais je pense que là où ça existe, obligatoirement, il faut les respecter. Déjà, même les propriétaires des véhicules, les conducteurs qui n'arrivent pas véritablement à respecter, les policiers ont des difficultés avec eux. À plus forte raison, un piéton qui cherche à traverser et qui ne traverse pas au bon endroit, je pense que c'est une grosse bagarre à laquelle on va assister. Arsène Anouma. Non, mais moi, je me satisfais de la décision parce que, pour moi, j'estime qu'il faut sensibiliser, mais arrivé à un certain moment donné, il faut passer à la répression. Souvent, on joue avec nos vies et ces gens de conduite des piétons-là sont aussi des vecteurs d'accidents. Il y a une chose même qui m'écoeure. Lorsque tu vois, par exemple, il y a une chaussée où les véhicules roulent à vive allure, on met un pont pour permettre aux piétons d'utiliser ce pont et ils laissent ce pont-là pour venir ouvrir les barbelés qui ont été mis pour protéger et traverser ces barbelés-là pour traverser la rue. J'estime que lorsque l'État a le devoir régalien d'éduquer ses populations, lorsqu'on refuse de s'éduquer, le devoir de l'État, c'est cette mesure, elle a bien vu. Merci, Pelcherek Balé. Réaction. Oui, c'est une très bonne mesure, mais il y a 4 points à soulever. Le premier, c'est les 2000. Nous sommes dans un contexte de cherté de la vie et nous savons tous qu'a priori, la majorité des piétons font partie des populations qui souffrent le plus. 2000, c'est assez élevé. La deuxième chose, c'est que je me souviens que quand nous, on était jeunes, il y avait des campagnes de sensibilisation de l'OSER, de vastes campagnes qui faisaient que même quand on n'a pas été à l'école, il y a un minimum qu'on sait parce que on nous rabâchait cela à la télévision. Je précise qu'il vous reste 30 secondes pour terminer. Oui. La troisième chose, c'est qu'il faut dire que il y a des routes qui sont très mal conçues. Je ne justifie pas cet incivisme, c'est à déplorer. De traverser sur la chaussée. Voilà, il y a des routes qui sont très mal conçues et il y a donc des corrections à apporter sur certains ouvrages. Le 4e point, c'est par rapport aux abus. Parce que nos forces de l'ordre, parfois, abusent des populations. Il ne faut pas qu'on constate aussi cela. Bien, merci. Alors, je crois que c'est une bonne mesure. Il ne faut pas encourager l'indiscipline parce que l'indiscipline peut conduire à des désastres, à un drame, à un accident. La vie, elle est sacrée. Il faut encourager nos forces de l'ordre qui font un travail malgré donc, les difficultés. L'indiscipline, c'est largement bon pour amener les élèves. Bernard Kokora, je tiens à rappeler que vous êtes le secrétaire national adjoint du RHDP.
en charge des militants de l'extérieur. Merci à vous d'être passé cette semaine sur notre plateau. On espère vous avoir bien avant votre départ. Il n'y a pas de souci. Merci à vous également, Marcelin Niawa, analyste politique, expert en intelligence économique. Merci beaucoup. Chéri Balé, consultante. Merci Arsène Anouma, analyste politique. Merci. Chers téléspectateurs, fin de cette émission et cet épisode de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h50 dès le lundi pour un autre numéro d'Entre deux News. Tenez-vous bien, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur vous surtout. Bonsoir.